Mon père a dit, je sais que c'est toi qui as payé l'hypothèque de 380 000 euros. Mais on offre la maison à ta sœur Élodie pour son diplôme. Puis il a ajouté froidement, et tu n'es pas invité à la fête, tu gâcherais l'ambiance. J'ai senti mon sang se glacer, puis bouillir. Je me suis tourné vers mon oncle Pierrick et j'ai demandé avec un calme terrifiant, tu veux leur dire la vérité, ou je m'en charge? 3 jours plus tard, la journée de gloire de ma sœur a viré au cauchemar absolu. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur fête en funérailles sociales, j'ai une petite faveur à vous demander. Je sais que nous sommes nombreux à porter des fardeaux invisibles. Dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? J'adore imaginer ma voix voyager à travers le monde pendant que je règle mes comptes ici, à Tours. Tout a commencé un mardi soir pluvieux de novembre. Je m'appelle Servane, j'ai 34 ans, et je suis responsable logistique dans une grande entreprise de transport. Mon bureau est un aquarium de verre donnant sur une zone industrielle grise, un endroit sans âme où je passe 60 heures par semaine. Ce soir-là, il était 20h30. Les femmes de ménage passaient déjà l'aspirateur dans le couloir. J'étais épuisée. Mes yeux brûlaient à force de scruter des tableurs Excel. Mais je ne pouvais pas rentrer. Pas encore. Je devais valider les dernières factures pour m'assurer que mon bonus de fin d'année serait versé. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de chaque centime. Mon téléphone a vibré sur le bureau, faisant trembler ma tasse de café vide. L'écran affichait « Papa ». Une boule s'est immédiatement formée dans mon estomac. C'est un réflexe pavlovien chez moi. Quand mes parents appellent, ce n'est jamais pour demander « Comment vas-tu, ma chérie ?» C'est toujours pour un problème, une plainte, ou de l'argent. Surtout de l'argent. J'ai décroché, essayant de masquer ma fatigue. « Bonsoir, papa. Tout va bien ?» La voix de mon père, Loïc, résonnait fort, trop fort, comme s'il était déjà en train de célébrer quelque chose. Il n'a pas pris la peine de me saluer. « Servane. J'ai reçu le courrier de la banque ce matin. C'est fini. La dernière traite est passée. La maison est à nous. » J'ai fermé les yeux, laissant échapper un soupir tremblant. 5 ans. 5 années d'enfer, de privation, de nuits sans sommeil, de week-ends sacrifiés. 380 000 euros. J'avais remboursé l'intégralité de la dette qui menaçait la maison familiale, cette bâtisse du 19e siècle au bord de la Loire à laquelle il tenait plus qu'à sa propre vie. C'est une bonne nouvelle, papa, ai-je murmuré, attendant le « merci ». Juste un petit merci. Il y a eu un silence. Puis, il a raclé sa gorge. Oui, bon. Écoute, ta mère et moi, on a réfléchi. Maintenant que la maison est libre de toute dette, c'est le moment idéal pour assurer l'avenir de la famille. Mon cœur a raté un battement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tanguy, le fiancé d'Élodie, vient d'être muté dans la région. Il cherche un logement. Avec ta mère, on a décidé de leur donner la maison. On va faire la donation officielle samedi, pendant la fête de diplôme d'Élodie. C'est son cadeau. Elle a tellement travaillé pour son master en communication, elle le mérite. Le monde a cessé de tourner. Les néons de mon bureau ont semblé vaciller. Pardon? Ai-je articulé, ma voix étranglée. Tu donnes la maison à Élodie? La maison que j'ai payée? Oh, arrête de tout ramener à l'argent, Servane. C'est vulgaire, a aboyé mon père, son ton changeant instantanément pour devenir agressif. Oui, tu as aidé, et on t'en est reconnaissant, mais Élodie est jeune, elle démarre dans la vie. Toi, tu as ta situation, tu es célibataire, tu te débrouilles. Tu n'as pas besoin d'une grande maison pour toi toute seule. J'ai senti les larmes monter, non pas de tristesse, mais de rage pure. Une rage froide, métallique. Je ne suis pas invitée à la fête, n'est-ce pas? Ai-je deviné? Franchement, Servane, a-t-il soupiré. Tu as toujours cette mine renfrognée. Tu vas faire des remarques, tu vas mettre tout le monde mal à l'aise avec tes histoires de comptabilité. C'est le grand jour de ta sœur. On veut que ce soit joyeux. Reste chez toi, repose-toi. On t'enverra des photos. Il a raccroché. Juste comme ça.
Je suis restée immobile, le téléphone collé à l'oreille, écoutant la tonalité dans le vide. Dehors, la pluie battait contre la vitre. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre, une femme de 34 ans, cernée, habillée d'un tailleur strict acheté en solde il y a 3 ans, qui venait de se faire voler 5 ans de sa vie. Mais ce que mon père avait oublié, dans son arrogance et sa stupidité, c'est que je ne suis pas seulement une fille dévouée. Je suis une professionnelle de la logistique et des contrats. Et surtout, il avait oublié ce que nous avions signé dans le bureau de l'avocat, il y a 5 ans, quand il pleurait parce que la banque allait tout saisir. J'ai posé le téléphone. J'ai essuyé une larme solitaire qui coulait sur ma joue. Puis, j'ai composé un autre numéro. Celui de mon oncle Pierrick. Allô, Servan? Il est tard, qu'est-ce qu'il y a? Tonton, ai-je dit, ma voix ne tremblait plus. C'est l'heure. Active le protocole. On va leur montrer à qui appartient vraiment cette maison. Je ne savais pas encore jusqu'où cette décision allait me mener, mais je savais une chose, la fête de samedi allait être inoubliable. Pour comprendre pourquoi j'ai appuyé sur la gâchette nucléaire ce soir-là, vous devez comprendre d'où je viens. Je n'ai pas grandi dans une famille, j'ai grandi dans une dictature émotionnelle où ma sœur Élodie était le guide suprême et mes parents ses zélés serviteurs. J'ai 10 ans de plus qu'Élodie. Quand elle est née, j'étais ravie. Je voulais être une grande sœur protectrice. Mais très vite, j'ai compris que mon rôle n'était pas d'être sa sœur, mais son marchepied. Élodie était un bébé magnifique, aux boucles blondes et aux yeux bleus, le portrait craché de ma mère Josiane. Moi? J'étais brune, anguleuse, sérieuse, ressemblant trop à la tante aigrie du côté paternel. Dès ses premiers pas, Élodie a été le centre de l'univers. Chut, Servan, ta sœur dort. Donne ton jouet à Élodie, tu es la plus grande, sois raisonnable. On ne peut pas te payer le voyage scolaire en Angleterre, Servan, il faut économiser pour les cours de danse d'Élodie. C'était insidieux. Ce n'était pas de la maltraitance physique, c'était une érosion lente et constante de mon estime de soi. Je me souviens de mes 18 ans. J'avais obtenu mon bac avec mention très bien. J'espérais un petit dîner au restaurant, peut-être un ordinateur pour la fac. Le soir de mon anniversaire, ma mère a servi un rôti trop cuit en vitesse. Mangeons vite, a-t-elle dit en regardant sa montre. Élodie a son gala de gymnastique à 20h, on ne peut pas être en retard. J'ai mangé mon gâteau d'anniversaire dans la voiture, sur le siège arrière, en tenant le sac de sport de ma sœur de 8 ans qui pleurnichait parce qu'elle avait perdu une barrette. Personne ne m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai appris très tôt que pour exister à leurs yeux, je devais être utile. Si je ramenais des bonnes notes, mon père hochait la tête distraitement. Si je nettoyais la cuisine, ma mère me gratifiait d'un sourire rapide. J'ai construit mon identité autour de ça, être celle qui résout les problèmes, celle qui ne demande rien, celle qui est solide. Élodie, elle, a grandi avec la certitude que le monde lui devait tout. Elle n'était pas méchante par nature, au début. Elle a été fabriquée ainsi. Elle cassait un vase? C'était la faute du vase qui était mal posé. Elle échouait à un examen? Le prof était un idiot jaloux. Mes parents la protégeaient de toute conséquence. Et quand la protection nécessitait de l'argent ou des efforts, ils se tournaient vers moi. Servan, tu peux aider ta sœur pour ses devoirs? Servan, tu peux aller chercher Élodie en boîte, elle a trop bu? Servan, tu peux prêter un peu d'argent à ta sœur pour sa robe? Et je le faisais. Comme une idiote, je le faisais, espérant qu'un jour, cette dette affective serait remboursée. Qu'un jour, ils me regarderaient avec la même adoration qu'ils avaient pour elle. Quand je suis partie faire mes études de comptabilité et de gestion à Nantes, j'ai cru m'échapper. J'ai travaillé dur. J'ai commencé au bas de l'échelle, j'ai gravi les échelons. Je suis devenue financièrement indépendante. J'étais fière. Mais le fil invisible qui me reliait à cette maison de Tours ne s'est jamais rompu. Chaque appel était un rappel à l'ordre. Chaque visite était une démonstration de ma place subalterne. Puis est arrivé le jour où tout a basculé. Le jour où l'entreprise de mon père a commencé à couler. J'avais 27 ans, Élodie en avait 17. Elle vivait sa vie d'adolescente gâtée, obsédée par Instagram et ses petits copains, totalement inconsciente que le toit au-dessus de sa tête était sur le point de s'effondrer.
Moi, je vivais dans un studio minuscule, j'épargnais chaque euro, rêvant d'acheter mon propre appartement. Je ne savais pas encore que mes rêves allaient être sacrifiés sur l'autel de la gloire d'Élodie. Je ne savais pas que le piège allait se refermer sur moi, un piège fait d'amour filial et de culpabilité toxique. C'était il y a 7 ans. L'hiver était particulièrement rude cette année-là en Indre-et-Loire. J'étais rentrée pour le week-end, non pas par plaisir, mais parce que ma mère s'était plainte au téléphone d'une fatigue générale. L'atmosphère dans la maison était lourde. Le chauffage était baissé au minimum. Mon père, d'habitude si bruyant et fanfaron, restait assis dans son fauteuil devant la télévision éteinte, le regard vide. Le dimanche matin, en cherchant des allumettes pour allumer la gazinière, j'ai ouvert le mauvais tiroir de la cuisine. Celui du bas, où on rangeait habituellement les vieux manuels d'utilisation. Il n'y avait pas de manuel. Il y avait une pile de lettres. Des enveloppes marron, sinistres, avec des logos rouges que je connaissais trop bien par mon métier, mise en demeure, dernier avis avant saisie, huissier de justice associé. Mon cœur s'est arrêté. J'ai sorti la pile. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert la plus récente. Somme due, 24 000 € d'arriérés immédiats. Capital restant dû, 356 000 €. Procédure de saisie immobilière enclenchée. Vente aux enchères prévue le 15 mars. Nous étions le 20 février. Qu'est-ce que tu fais ? La voix de ma mère m'a fait sursauter. Elle était debout dans l'encadrement de la porte, pâle comme un linge, serrant sa robe de chambre contre elle. Maman, c'est quoi ça ? Ai-je demandé, brandissant la lettre. Vous allez perdre la maison ? Elle a éclaté en sanglots. Pas des larmes silencieuses, mais des pleurs hystériques, bruyants, ceux d'une enfant prise en faute. Mon père est arrivé, alerté par le bruit. Quand il a vu les lettres, ses épaules se sont affaissées. L'homme fort, le patriarche, s'est effondré sur une chaise de cuisine. Ils m'ont tout raconté. L'atelier de réparation de machines agricoles de mon père ne marchait plus. Les clients ne payaient pas. Il avait contracté des prêts à la consommation pour maintenir le train de vie, pour payer l'école privée d'Élodie, pour les vacances, pour les apparences. Il avait hypothéqué la maison au maximum. Et maintenant, le château de cartes s'écroulait. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Ai-je crié. On aurait pu vendre, trouver une solution plus tôt. On ne voulait pas t'inquiéter, et puis, c'est la maison de ta grand-mère, Servane. A gémi ma mère. On ne peut pas la perdre. Élodie est si attachée à sa chambre, ça la détruirait, elle passe son bac cette année. Encore Élodie. Toujours Élodie. Même au bord du gouffre, leur préoccupation principale était que la princesse ne soit pas perturbée dans ses révisions. Il faut 24 000 € tout de suite pour arrêter la procédure, a dit mon père d'une voix éteinte. Je n'ai plus rien. Les banques ne me suivent plus. On va être à la rue. J'ai regardé cette cuisine. J'ai regardé les marques de ma croissance sur le chambranle de la porte. J'ai regardé mes parents, vieillis, terrifiés. Malgré tout, c'étaient mes parents. C'était ma maison. Je savais exactement combien j'avais sur mon compte épargne. J'avais économisé pendant 5 ans pour mon apport personnel. J'avais 25 000 €. C'était mon ticket vers la liberté. C'était ma vie. J'ai senti un poids immense sur mes épaules. Le poids du devoir. Je vais payer les arriérés, ai-je dit doucement. Ma mère s'est jetée à mon cou. Oh, ma chérie. Ma sauveuse. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Tu es le pilier de cette famille. C'était la première fois qu'elle me serrait aussi fort. Je me suis sentie valorisée, aimée. Quelle drogue puissante et dangereuse que la validation parentale. Mais je n'étais pas folle. Je savais que 24 000 € ne suffiraient pas. Il restait plus de 350 000 € de dette principale. Et mes parents étaient incapables de payer les mensualités futures. Si je mettais le doigt dans l'engrenage, le bras allait y passer. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un qui ne soit pas aveuglé par les sentiments. J'ai appelé mon oncle Pierrick. Pierrick est le frère aîné de ma mère. Contrairement à elle, c'est un homme de chiffres, froid, pragmatique, un notaire à la retraite qui a horreur du drame.
Il a toujours désapprouvé la façon dont mes parents géraient leur argent et dont ils élevaient Élodie. Nous nous sommes retrouvés dans un café sombre du centre de Tours le lundi suivant. J'ai étalé les papiers sur la table. Il a ajusté ses lunettes, lu les documents, et a sifflé entre ses dents. Ils sont foutus, Servan. Si tu mets tes 25 000 € là-dedans sans garantie, c'est comme si tu les jetais dans la Loire. Ils ne pourront jamais rembourser la suite. Je sais, tonton. Mais je ne peux pas les laisser à la rue. Et je ne veux pas perdre la maison. Je gagne bien ma vie maintenant. Je peux peut-être prendre le relais des mensualités. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, sévère. Tu réalises ce que tu dis? Tu vas sacrifier ta jeunesse pour payer les dettes de ton père? Tu vas travailler pour des murs qui ne t'appartiennent même pas? Parce que soyons clairs, si tu paies l'hypothèque à leur nom, le jour où ils meurent, la maison est divisée en deux. Tu auras payé, et Élodie récupérera la moitié. C'est ça que tu veux? L'image d'Élodie héritant de la moitié de mes sacrifices m'a donné la nausée. Non. Absolument pas. Alors on va faire les choses carrément. Si tu paies, tu deviens propriétaire. Papa n'acceptera jamais de me vendre la maison. Son orgueil en prendrait un coup trop violent. Il veut rester le châtelain. Pierrick a souri, un sourire de requin. On ne va pas lui acheter la maison directement. On va créer une SCI. Une société civile immobilière. La SCI rachète la maison et reprend le crédit. Toi, tu apportes le capital pour éponger les dettes immédiates et tu t'engages à payer les mensualités. En échange, tu récupères 95% des parts de la SCI. Tes parents gardent 5% et le droit d'habiter la maison à titre gratuit, tant qu'ils respectent les règles. Quelles règles? Les statuts de la société. On va rédiger des statuts en béton armé. Tu seras la gérante. Ils seront associés minoritaires sans droit de vote sur les décisions importantes. Ils ne pourront pas vendre, pas hypothéquer, et surtout, pas modifier la structure du bien sans ton accord écrit. Le plan était brillant. C'était la seule façon de sauver la maison tout en me protégeant. La réunion avec mes parents a été tendue. Mon père a hurlé au début. Je ne vais pas devenir locataire chez ma propre fille. C'est une humiliation. Ce n'est pas une location, Gérard, a expliqué Pierrick calmement. C'est un montage financier pour sauver tes fesses. Tu restes chez toi. Personne ne saura rien. Pour les voisins, rien ne change. Mais c'est Servan qui paie. Si tu refuses, l'huissier est là lundi prochain. Choisis. Acculé, mon père a signé. Ma mère a signé sans même lire, trop soulagée que le cauchemar s'arrête. Ils ont signé leur reddition. Ils ont signé le transfert de propriété. Mais dans leur tête, c'était juste de la paperasse. Pour eux, c'était toujours leur maison. Ils n'ont pas compris qu'ils venaient de me donner les clés de leur destin. J'ai rangé le dossier signé dans un coffre-fort à la banque. Je suis devenu, à 27 ans, propriétaire d'une dette colossale et d'une maison où je n'habitais pas. Le piège était en place. Mais je ne savais pas que j'allais devoir attendre 5 longues années avant de le refermer. Les 5 années qui ont suivi ont été une traversée du désert. Vous savez ce que ça coûte, de rembourser un crédit immobilier de 350 000 € sur une durée accélérée, tout en payant son propre loyer et ses charges? Ça coûte tout. J'ai dit adieu aux sorties. J'ai dit adieu aux vacances. Mes amis partaient en Grèce, en Thaïlande, au ski. Moi, je restais à Tours. Je prenais des heures supplémentaires au travail. Je mangeais des pâtes, du riz, des conserves. J'ai appris à couper mes propres cheveux pour économiser le coiffeur. Mon chauffage était réglé sur 16 degrés en hiver. Je portais des pulls troués chez moi. Chaque début de mois, je voyais une somme énorme quitter mon compte bancaire pour aller sur celui de la SCI. C'était comme une saignée mensuelle. Et pendant ce temps-là, je voyais la vie d'Élodie défiler sur les réseaux sociaux. Mes parents, libérés du poids du crédit grâce à moi, avaient retrouvé un peu de liquidité. Au lieu de me rembourser ou d'épargner, devinez ce qu'ils faisaient? Ils finançaient la vie d'artiste de ma sœur à Paris. Je voyais Élodie poster des photos d'elle Brinchon au Café de Flore.
Merci papa-maman pour ce week-end surprise. #blessed #ParisLife, je voyais ses nouvelles tenues, ses sacs de marque. Je voyais mon père lui acheter une petite voiture neuve pour ses 20 ans. Pour ma princesse, pour qu'elle soit en sécurité. Moi, je roulais dans une Clio de 2005 qui tombait en panne tous les 2 mois. Un jour, je n'ai pas pu me retenir. J'étais en visite chez eux pour Noël. Elodie déballait un MacBook Pro flambant neuf. C'est sérieux? Ai-je lâché? J'ai du mal à payer mes factures d'électricité parce que je paie VOS dette, et vous lui achetez un ordinateur à 2000 balles? Le silence s'est fait. Ma mère m'a regardé avec des yeux ronds, comme si j'avais juré dans une église. Servane. Ne sois pas jalouse, c'est très laid. Ta sœur en a besoin pour ses études de communication. C'est un investissement. Et puis, arrête de nous faire chanter avec cette histoire de maison. On t'a élevé, on t'a nourri, c'est normal d'aider sa famille. Jalousie? C'est de la justice. C'est mon argent. C'est l'argent de la famille. A coupé mon père. Et tu gagnes bien ta vie, ne fais pas ta radine. J'ai compris ce jour-là qu'il n'y aurait jamais de reconnaissance. À leurs yeux, j'étais juste une vache à lait. Une ressource inépuisable et sans sentiment. J'étais devenue la banque. Et on ne dit pas merci à un distributeur automatique. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de venir aux fêtes de famille. J'ai continué à payer, froidement, méthodiquement. Non pas par amour, mais parce que je savais que chaque centime versé augmentait ma part de propriété. Je savais que le contrat SCI stipulait que tout apport en compte courant d'associé était une dette de la société envers moi. Plus ils dépensaient pour Elodie, plus ils creusaient leur propre tombe. Arrêt sur image. Soyez honnête avec moi. Si vous aviez été à ma place, à ce moment précis, auriez-vous continué à payer? Ou auriez-vous tout laissé tomber, quitte à perdre l'argent déjà versé, juste pour les voir couler? Dites-le moi en commentaire. J'aurais continué, ou j'aurais tout brûlé. Je suis curieuse de voir votre niveau de patience. Moi, j'ai continué. Parce que je savais que la fin de l'échéancier approchait. Et je savais que le jour du jugement dernier arriverait. Je ne savais juste pas qu'il prendrait la forme d'une fête de fin d'études. Revenons à cette nuit fatidique, après le coup de téléphone de mon père. Il venait de m'annoncer qu'il donnait ma maison à ma sœur. J'ai raccroché avec mon oncle Pierrick. Il était d'accord. Il avait le dossier. Il allait contacter l'huissier dès le lendemain matin. Mais j'avais besoin de voir. J'avais besoin de voir de mes propres yeux l'ampleur du désastre. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé sous la pluie jusqu'au quartier résidentiel de mes parents. Il était près de minuit. J'ai garé ma voiture un peu plus loin, dans l'ombre des platanes, et je me suis approché à pied. La maison était là, majestueuse, avec ses volets blancs et son toit en ardoise. Les lumières du rez-de-chaussée étaient éteintes, mais celles de l'étage brillaient. Celle de mon ancienne chambre. J'ai vu une voiture de sport garée dans l'allée. Une Audi noire. Celle de Tanguy, le fiancé d'Elodie. Il l'avait garée exactement à la place qui m'était réservée avant, celle que mon père m'avait fait dégager parce que ma vieille Clio faisait tache. Je me suis glissée dans le jardin, mes chaussures s'enfonçant dans la boue. Je me sentais comme une voleuse, une étrangère sur ma propre terre. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de mon ancienne chambre. Les rideaux n'étaient pas tirés. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. La pièce avait été vidée. Mon bureau en chêne, où j'avais passé tant de nuits à étudier, avait disparu. Mon lit, mes étagères, tout était parti. À la place, les murs, autrefois peints d'un bleu apaisant, étaient en train d'être recouverts d'un rose poudré agressif. Des portants à vêtements en métal chromé remplissaient l'espace. Ils transformaient ma chambre en dressing. En dressing géant pour Elodie. J'ai baissé les yeux vers la terrasse couverte. J'ai vu des cartons entassés, humides à cause de l'humidité ambiante. Je me suis approchée. J'ai reconnu mon écriture sur les étiquettes, livre de droit, album photo Servane, souvenir collège. Ils avaient sorti toutes mes affaires. Ils les avaient jetées dehors comme des ordures, exposées à l'humidité de la nuit, pour faire de la place aux robes de ma sœur. J'ai ouvert un carton.
Mes livres préférés étaient gondolés par l'humidité. La photo de ma remise de diplôme, cadre brisé, gisait au-dessus. C'était le message le plus clair qu'il pouvait m'envoyer. Tu n'existes plus ici. Tu as payé, tu as servi, maintenant disparais. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas mon cœur. C'était la dernière chaîne de culpabilité qui me retenait à eux. Jusqu'à ce moment, une infime partie de moi espérait encore un malentendu, une maladresse. Mais là, devant ces cartons trempés, j'ai vu la vérité nue, ils me méprisaient. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris des photos. Photos des cartons. Photos de la voiture de Tanguy. Photos de la fenêtre repeinte. Article 12 des statuts de la SCI, ai-je murmuré pour moi-même, récitant le contrat par cœur. Interdiction formelle pour les occupants de modifier la structure ou l'agencement intérieur des locaux sans l'accord préalable de la gérance. Ils venaient de violer le bail. En plus de tenter de donner un bien qui ne leur appartenait pas, ils l'avaient vandalisé. Je suis reparti dans la nuit. Je ne pleurais plus. Je souriais. Un sourire mauvais, un sourire de prédateur. Profitez bien de votre dressing, Élodie. Profitez en bien, car ce sera le dressing le plus cher de l'histoire. Le lendemain matin, à 8h pétantes, j'étais dans le bureau de Maître Ambroise, un confrère de mon oncle. Pierrick était là aussi, avec un dossier épais comme une brique. L'ambiance était studieuse, clinique. Pas d'émotion, juste du droit. Alors, récapitulons, a dit Maître Ambroise en ajustant ses manches. La SCI Dawson est propriétaire du bien 6 au 12 rue des Tilleuls. Vous, mademoiselle Servan, détenez 95% des parts. Vos parents, monsieur et madame Dawson, détiennent 5% et bénéficient d'une convention d'occupation à titre gratuit. Exactement, ai-je confirmé. Cette convention stipule clairement en clause résolutoire que toute tentative d'aliénation du bien, le vendre ou le donner, ou toute dégradation entraîne la résiliation immédiate du droit d'occupation. J'ai posé les photos prises la veille sur le bureau. Ils ont repeint une pièce, jeté mes affaires, et mon père m'a annoncé par téléphone qu'il offrait la maison à ma sœur samedi. L'avocat a levé un sourcil. Il offre la maison? Mais il ne peut pas. Il n'est pas propriétaire. Juridiquement, c'est impossible. Le notaire qui s'occuperait de la donation verrait immédiatement que le bien appartient à une SCI. Mon père est ignorant en droit, a expliqué Pierrick. Il pense que la SCI est juste un papier. Il a probablement l'intention de faire une annonce symbolique samedi, de donner les clés, et de s'occuper des papiers plus tard. Ou alors, il pense qu'il peut forcer Servan à signer la cession des parts sous la pression familiale. Sauf que je ne signerai rien, ai-je dit fermement. Bien. Voici le plan, a déclaré Maître Ambroise. Nous n'allons pas attendre qu'ils aillent voir un notaire. Nous allons frapper préventivement. Puisque la donation doit être annoncée publiquement samedi, nous allons faire une intervention publique. Il a sorti un document officiel frappé du sceau de la République. Je vais mandater un huissier de justice. Il se présentera à la fête. Il remettra à vos parents une sommation interpellative rappelant la propriété du bien, constatant les dégradations, les travaux non autorisés, et signifiant la révocation du droit d'occupation. En clair, ils sont expulsables. Expulsables? Ai-je répété, savourant le mot. Oui. Ils ont rompu le contrat. Ils n'ont plus de titre locatif. Ils devront quitter les lieux ou signer un nouveau bail de location au prix du marché, si vous l'acceptez. Et pour votre sœur et son fiancé, ils sont considérés comme des occupants sans droit ni titre. C'était brutal. C'était violent. C'était parfait. Faites-le, ai-je ordonné. Vous voulez être présente? A demandé l'avocat. J'ai réfléchi. Voir la tête de mon père quand tout s'effondrerait? C'était tentant. Mais non. Ma présence leur permettrait de transformer ça en drame familial, en crise de nerfs de Servan. Je voulais que ce soit froid, administratif, implacable. Non. Je ne serai pas là. Je veux que ce soit l'institution judiciaire qui leur parle. Je veux qu'ils comprennent que ce n'est pas une dispute de filles, c'est la loi. En sortant du cabinet,
j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis 5 ans. J'avais repris le contrôle. Je n'étais plus la victime. J'étais le bourreau, et ma hache était faite de papier timbré. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. J'aurais pu en rester là et attendre le samedi. Mais une partie de moi, peut-être la partie masochiste, voulait leur donner une dernière chance. Ou peut-être voulais-je simplement valider ma décision une dernière fois, pour n'avoir aucun remords. Le jeudi midi, 2 jours avant la fête, je suis passé chez eux à l'improviste pendant ma pause déjeuner. Ils étaient à table, sur la terrasse. Élodie était là, rayonnante, montrant des échantillons de tissu à ma mère. Tanguy était absent. Quand ils m'ont vu arriver, les sourires se sont effacés. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a demandé mon père, la bouche pleine. « Je t'avais dit qu'on était occupé pour les préparatifs. »« Je voulais juste récupérer mes livres, » ai-je dit calmement. « Ceux que vous avez jetés sous la pluie. » Ma mère a levé les yeux au ciel. « Oh, ça va, ils vont sécher. On avait besoin de place. Élodie va installer son bureau de blogueuse dans ton ancienne chambre. Ça va être magnifique. » Je me suis assise sans y être invitée. « Vous êtes sûr de ce que vous faites ?» ai-je demandé, fixant mon père dans les yeux. « Donner la maison ? Vous savez que ce n'est pas si simple juridiquement ?» Élodie a ri, un petit rire cristallin et méprisant. « Oh là là, la comptable rabat-joie est de retour. T'es juste jalouse parce que Tanguy et moi on va avoir une maison de rêve et que toi tu vis toujours dans ton clapier en centre-ville. T'inquiète pas, on t'invitera pour Noël, si tu es de bonne humeur. » C'est vrai, Servane, a renchéri ma mère. Sois heureuse pour ta sœur. Elle va se marier, elle s'installe. C'est le cycle de la vie. Toi, bah, tu es très bien toute seule, tu es indépendante. Tu n'as pas besoin de tout ça. J'ai sorti de mon sac une feuille pliée en 4. C'était un relevé de compte simplifié, montrant le total des versements effectués par mois sur le compte de la SCI depuis 5 ans, 380 000 euros. Je l'ai posé sur la table, entre le pot de moutarde et le pain. Regardez ça, ai-je dit. Juste regardez le chiffre. Mon père a jeté un coup d'œil rapide, puis a balayé la feuille d'un revers de main, comme on chasse une mouche. La feuille est tombée par terre, dans l'herbe. On s'en fout de tes chiffres. C'est bon, tu as payé, tu as fait ton devoir de fille. Tu veux une médaille ? Arrête de nous émerder avec ton argent. L'argent, ça va, ça vient. La famille, c'est le plus important. Et la décision de chef de famille, c'est que la maison va à Élodie. Point final. Et si je dis non ? Tu ne peux pas dire non. A hurlé mon père, se levant à demi, menaçant. C'était ma maison. J'ai signé un papier stupide avec ton oncle, mais je suis ton père. Tu feras ce que je dis. J'ai ramassé mon papier dans l'herbe. Je l'ai plié soigneusement. J'ai regardé Élodie, qui souriait, triomphante, persuadée que papa avait gagné. J'ai regardé ma mère, qui détournait le regard, lâche jusqu'au bout. Très bien, ai-je dit doucement. C'est très clair. Allez, file, a dit mon père. Et ne viens pas samedi. On ne veut pas de ta tête d'enterrement sur les photos. Je suis partie sans un mot de plus. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que leur autorité parentale et leur culot suffisaient à effacer la réalité. En remontant dans ma voiture, j'ai envoyé un message à Maître Ambroise, aucune négociation possible. Allez-y à fond. C'était fini. La fille docile était morte sur cette terrasse. Ne restait que la propriétaire. Samedi après-midi. Le grand jour. Je n'étais pas là, mais grâce à la technologie moderne et à une cousine éloignée, Léa, la seule qui m'aimait bien et que j'avais briefée, j'ai pu suivre le déroulement en quasi-direct. Et bien sûr, j'ai eu le rapport détaillé de l'huissier par la suite. Il faisait beau. Ils avaient mis les petits plats dans les grands. Un traiteur haut de gamme, des tentes blanches dans le jardin, un digi.
Il y avait une cinquantaine d'invités, la famille élargie, les amis riches de Tanguy, les copines influenceuses d'Élodie. Le champagne coulait à flots. Mon père, dans son costume un peu trop serré, jouait au grand seigneur, tapant dans le dos des invités, racontant à qui voulait l'entendre comment il avait réussi à sauver le patrimoine familial à la sueur de son front. Pas un mot sur moi. J'avais été effacé de l'histoire. Vers 16 heures, le moment tant attendu est arrivé. La musique s'est baissée. Mon père a pris le micro. Élodie et Tanguy se sont tenus à ses côtés, rayonnants, main dans la main. Mes amis, a commencé mon père, la voix tremblante d'émotion, ou d'alcool. Aujourd'hui est un jour doublement spécial. Nous fêtons le diplôme de ma magnifique fille Élodie, mais aussi, son avenir. Avec sa mère, nous avons décidé de faire un geste fort. Cette maison, berceau des Dawson, nous la transmettons aujourd'hui à la nouvelle génération. Élodie, Tanguy, cette maison est à vous. Applaudissements. Cris de joie. Élodie a fait semblant d'être surprise, mettant les mains devant sa bouche. Ma mère pleurait. C'était une scène de film parfaite. Sauf que le film allait changer de genre brutalement. À cet instant précis, un véhicule utilitaire gris s'est garé devant le portail ouvert, bloquant la vue. Un homme en costume sombre, portant une mallette en cuir et accompagné de 2 gendarmes, est entré dans le jardin. Le silence s'est propagé comme une onde de choc. Les applaudissements se sont éteints. L'homme s'est dirigé droit vers mon père. C'était maître Kevin Durand, huissier de justice. Un homme qui ne sourit jamais. Monsieur Gérard Dawson ? A-t-il demandé d'une voix forte qui a porté jusqu'au fond du jardin. C'est moi, mais qui êtes-vous ? C'est une fête privée ici. Sortez. A bafouillé mon père, essayant de garder la face. Je suis huissier de justice, mandaté par la société SCI Dawson et sa gérante, mademoiselle Servane Dawson. Le nom de Servane a claqué comme un coup de fouet. Je viens vous signifier un acte de révocation de mandat d'occupation pour violation grave des clauses contractuelles, ainsi qu'une sommation de cesser immédiatement toute dégradation du bien. Les invités commençaient à murmurer. Élodie a perdu son sourire. De quoi vous parlez ? C'est ma maison. A crié mon père. Non, monsieur, a répondu l'huissier, sortant un acte officiel. Ce bien appartient à 100% à la SCI. Vous n'êtes qu'occupant à titre gratuit. En tentant de faire une donation publique d'un bien qui ne vous appartient pas, et en effectuant des travaux non autorisés constatés par nos soins, vous avez rompu votre contrat. Il s'est tourné vers l'Assemblée, et a dit cette phrase magnifique, « Cette propriété n'est pas à donner. Elle appartient à mademoiselle Servane Dawson. Toute personne s'installant ici sans son accord sera considérée comme squatteur et expulsée par la force publique. » Élodie a lâché la main de Tanguy. Tanguy a reculé d'un pas, comme si elle était contagieuse. « Papa ? C'est quoi ce délire ? » a couiné Élodie. « Tu avais dit que c'était à toi. » Mon père est devenu rouge brique. « C'est un malentendu. Ma fille est folle. Elle me fait un chantage. » Ce n'est pas un chantage, monsieur, c'est la loi, a coupé l'huissier. Vous avez 30 jours pour vider les lieux. Bon après-midi. Il a remis les papiers dans les mains tremblantes de mon père et est reparti, escorté par les gendarmes. Le silence qui a suivi était, paraît-il, assourdissant. Puis, le chaos a commencé. La fête ne s'est pas arrêtée, elle s'est désintégrée. Imaginez la scène. La propriétaire, triomphante, venait d'être démasquée comme une usurpatrice. Le patriarche généreux venait d'être exposé comme un locataire menteur au bord de l'expulsion. Le premier à réagir a été Tanguy. Je ne l'avais jamais beaucoup aimé, et mon instinct ne m'avait pas trompé. C'était un opportuniste. Il était avec Élodie parce qu'elle était jolie, oui, mais surtout parce qu'il pensait qu'elle venait d'une famille aisée avec un gros patrimoine immobilier. Il a pris son téléphone, a passé un appel rapide, puis s'est tourné vers Élodie. « Tu m'avais dit que c'était réglé. Tu m'avais dit que la maison valait 500 000 balles et qu'elle était à nous. Mais c'est vrai ? C'est juste Servane qui fait sa crise. Papa va arranger ça. » A pleuré Élodie, s'accrochant à sa manche. Tanguy a secoué le bras. « Ton père est un fauché,
Élodie. Et toi, tu n'as rien. Je ne vais pas m'embarquer dans une guerre juridique avec ta sœur psycho. C'est fini. Il est parti. Il a laissé sa fiancée en pleurs au milieu du jardin, devant tous ses amis. Il est monté dans son Audi et a démarré en trombe. Mais le cauchemar financier ne faisait que commencer. Le traiteur, voyant la tournure des événements et sentant l'odeur de la faillite, s'est approché de ma mère. Madame, compte tenu de la situation, confuse, je vais devoir vous demander le règlement du solde de la prestation maintenant. 4 500 €. Ma mère a pâli. Envoyez-nous la facture, non, désolé. TPE ou espèce. Tout de suite. Ma mère a sorti la carte bancaire de la famille. Celle que j'alimentais discrètement pour les courses, mais dont j'avais coupé le plafond et l'autorisation de découvert le matin même via mon application bancaire. Le traiteur a passé la carte. Bip. Refusé. Il a réessayé. Bip. Refusé. Il semble qu'il y ait un problème, a-t-il dit froidement. Tout le monde regardait. Les invités commençaient à s'éclipser discrètement, laissant leur coupe de champagne à moitié pleine sur les tables. Personne ne voulait être associé à ce naufrage. Mon père a dû faire le tour des oncles et tantes présents pour emprunter de l'argent liquide afin de payer le traiteur, qui menaçait d'appeler la police pour grivellerie. L'humiliation était totale. Publique. Irréversible. Chez moi, devant mon téléphone, je lisais les textos de ma cousine Léa. Tanguy est parti. Le traiteur démonte le buffet. Ton père hurle. Élodie est en crise d'hystérie dans la pelouse. C'est l'apocalypse. Bravo cousine. J'ai posé mon téléphone. Je me suis versé un verre de vin. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait cessé. J'aurais dû ressentir de la pitié. Après tout, c'était ma famille. Voir sa sœur abandonnée par son fiancé et ses parents humiliés, c'est tragique. Mais je ne ressentais que du soulagement. Le soulagement de la vérité qui éclate enfin. La tumeur avait été percée. Ça faisait mal, c'était moche, ça puait, mais le poison sortait enfin. Ils avaient voulu jouer avec moi. Ils avaient voulu m'effacer. Ils venaient de découvrir qu'on n'efface pas la personne qui tient le stylo du chéquier. On pourrait croire que c'était la fin. Que la leçon était apprise. Mais les narcissiques n'apprennent jamais. Ils ne font que changer de tactique. Quand l'agression échoue, ils passent à la victimisation. Une semaine après le désastre de la fête, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était brisée, paniquée. Servane. C'est ton père, oh mon Dieu, il s'est effondré. Les pompiers l'emmènent à l'hôpital Bretonneau. C'est son cœur. Tu l'as tué, Servane. Tu l'as tué avec ta méchanceté. Viens tout de suite. Mon sang n'a fait qu'un tour. Malgré tout, c'était mon père. La culpabilité, cette vieille ennemie, a tenté de refaire surface. Et si j'étais allé trop loin? J'ai quitté le travail et j'ai foncé à l'hôpital. En arrivant aux urgences, j'ai trouvé Élodie dans la salle d'attente. Elle n'avait plus son air hautain. Elle avait l'air d'un spectre, sans maquillage, les yeux gonflés. Quand elle m'a vue, elle m'a sauté dessus. Assassin! Dégage! Tu veux quoi de plus? Tu as pris la maison, tu as fait fuir Tanguy, maintenant tu veux que papa meure? Je l'ai repoussé calmement. Où est-il? En cardiologie. Ils disent que c'est grave. J'ai couru vers le service. Mais en arrivant dans le couloir, j'ai croisé un interne que je connaissais, un ancien camarade de lycée. Marc? C'est mon père, Gérard Dawson. Il est comment? Marc m'a regardé, un peu gêné. Ton père? Servane, écoute. Il est en observation, mais ses constantes sont stables. En fait, c'est surtout une crise d'angoisse massive. Et un peu d'hypertension. Mais il n'y a pas d'infarctus. Il va sortir demain. J'ai froncé les sourcils. Ma mère m'a dit qu'il était entre la vie et la mort. Ah. Bon, les familles exagèrent souvent, mais entre nous, il est en train de manger son plateau repas avec grand appétit là.
J'ai marché jusqu'à la chambre 304. La porte était entr'ouverte. J'ai vu mon père, assis dans son lit, en train de finir un yaourt. Ma mère était à côté, lui tenant la main. Dès qu'elle arrive, a chuchoté mon père, tu lui dis que je dois éviter tout stress. Qu'il faut absolument qu'elle signe la renonciation à l'expulsion pour mon cœur. On va jouer là-dessus. Elle ne prendra pas le risque d'être responsable de ma mort. Je suis restée figée. Même sur son lit d'hôpital, même après l'humiliation, il ne pensait pas à se réconcilier. Il pensait à me manipuler. Il pensait encore que j'étais la petite fille crédule qu'on pouvait tordre avec de la culpabilité. J'ai poussé la porte grand ouverte. Ils ont sursauté. Mon père a lâché sa cuillère. Il a immédiatement porté la main à sa poitrine, tentant de grimacer de douleur. Oh! Servane, tu es là, mon cœur. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Arrête ton cinéma, papa. J'ai vu le médecin. Tu n'as rien. Juste trop d'orgueil et de cholestérol. Le masque est tombé. Son visage s'est durci. Tu es un monstre, a-t-il craché. Une fille ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ce que vous avez fait pour moi? Vous m'avez utilisé. Vous m'avez menti. Vous m'avez volé. C'est fini. Vous avez reçu le courrier de l'huissier. Vous avez 30 jours. Pas un de plus. Si vous n'êtes pas parti, je fais changer les serrures et je mets vos affaires sur le trottoir. Comme vous l'avez fait avec mes livres. Tu n'oserais pas. Regarde-moi, ai-je dit froidement. Regarde-moi bien. Je suis celle qui a payé 380 000 € pour vous sauver, et que vous avez traité comme une merde. J'oserais tout. Je me suis retournée et je suis sortie. J'ai croisé Élodie dans le couloir qui arrivait en courant pour jouer la scène 2. Je ne l'ai même pas regardée. J'ai traversé l'hôpital, je suis sortie à l'air libre, et j'ai pris la plus grande inspiration de ma vie. L'air n'avait jamais été aussi pur. Cela fait maintenant 6 mois. Beaucoup de choses ont changé. Mes parents ont quitté la maison. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont trouvé une petite location dans une banlieue grise de Tours. C'est tout ce qu'ils pouvaient se permettre avec leur petite retraite, maintenant que je ne suis plus là pour renflouer les caisses. Ils racontent à qui veut l'entendre que je suis une sorcière qui les a dépouillés. Ça m'est égal. Les gens qui comptent savent la vérité. Élodie? La chute a été rude. Sans maison, de château, sans fiancé riche, sans l'argent de papa-maman, elle a dû découvrir la vraie vie. Elle travaille maintenant comme vendeuse dans une boutique de vêtements. Elle habite en colocation. On m'a dit qu'elle avait mûri, par la force des choses. Peut-être qu'un jour, dans 10 ans, on pourra se parler. Mais pas aujourd'hui. Et moi? Et la maison? Je ne l'ai pas gardée. Il y avait trop de fantômes dans ces murs. Trop de souvenirs de moi petite, pleurant dans ma chambre pendant qu'il riait en bas. J'ai vendu la maison. Le marché immobilier à Tours étant excellent, je l'ai vendu 550 000 €. J'ai remboursé le reste du crédit, payé les impôts sur la plus-value, et il m'est resté une somme très confortable. Avec cet argent, j'ai acheté un magnifique appartement en centre-ville, avec vue sur la Loire. Un endroit à moi. Que j'ai décoré comme je voulais. Personne n'a le droit d'y entrer sans mon invitation. J'ai aussi réalisé un vieux rêve, j'ai réduit mon temps de travail à 80% et je me suis inscrite à des cours de poterie et de sculpture. J'ai découvert que j'avais du talent pour créer des choses avec mes mains, pas juste pour signer des chèques. Hier soir, j'étais sur mon balcon, un verre de Vouvray à la main, regardant le coucher de soleil sur le fleuve. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai laissé sonner. Je n'ai plus peur du téléphone. Je n'ai plus peur d'ouvrir ma boîte aux lettres. J'ai perdu ma famille, c'est vrai. C'est une douleur qui ne partira jamais complètement. On ne guérit pas totalement de ne pas avoir été aimé par ses parents. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, ma dignité. Et ma liberté. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire, l'amour ne s'achète pas. Et le respect ne se mendie pas, il s'impose. Si vous êtes dans une situation où vous vous brûlez pour garder les autres au chaud, arrêtez. Posez le bidon d'essence.
Laissez-les avoir froid. C'est la seule façon pour eux d'apprendre à faire du feu, et pour vous de ne pas finir en cendres. Merci de m'avoir écouté. C'était l'histoire de ma libération. C'est la fin de mon histoire, mais peut-être le début de votre prise de conscience. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous hésitez à couper les ponts avec une famille toxique, j'espère que mon témoignage vous donnera de la force. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous pensez que j'ai eu raison, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de Justice Karma. Prenez soin de vous, et surtout, ne laissez personne vous traiter comme une option dans votre propre vie. À bientôt.